Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous parler des pollinisateurs comme maillon incontournable des prairies. Donc, il faut savoir qu'on a, en milieu tempéré, 78% des plantes à fleurs qui vont dépendre des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Donc, ces insectes pollinisateurs, ils vont tout simplement transférer du pollen des étamines vers les stigmates des fleurs pour assurer leur reproduction. Alors, quelques petits mots sur les insectes pollinisateurs qu'on peut trouver, et vous allez voir qu'il n'y a pas que les abeilles. Donc, on a principalement 4 grands ordres d'insectes pollinisateurs. Donc, celui qu'on connaît le plus, les hyménoptères. Donc, ça va être des insectes qui ont 2 paires d'ailes. On va trouver les bourdons, les guêpes, et puis les abeilles. Donc, l'abeille domestique, et puis aussi les abeilles sauvages. Donc, par exemple, en France, on a 1000 espèces d'abeilles sauvages. Donc, c'est un chiffre considérable. On va trouver également, et ils sont beaucoup moins étudiés, les diptères. Donc, c'est tout simplement des mouches donc, qui ont une seule paire d'ailes. Donc là, je vous ai mis des petits exemples ici de mouches. Donc, pointeur, c'est là. Donc, par exemple, ici, donc, une famille qui est assez connue chez les pollinisateurs, ce sont les cirphes. Donc, ces cirphes, ce sont des mouches qui vont imiter en fait les guêpes au niveau de leur couleur et qui sont des très bons indicateurs biologiques du milieu. On va trouver tout un tas d'autres familles de diptères qui sont finalement pas beaucoup étudiées sur les pollinisateurs. Alors une famille que j'ai voulu vous montrer ici, c'est les Ampididés. Donc c'est une famille qu'on retrouve notamment pas mal sur les prairies de montagne et qui va polliniser pas mal au printemps. Chez les pollinisateurs, on a aussi les lépidoptères, ou appelés les papillons, qui sont assez emblématiques. Donc ici, par exemple, il y a la petite tortue que j'ai mis ici. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les coléoptères, alors qui représentent, c'est vrai, des pollinisateurs globalement un peu moins efficaces, mais qui également butinent les fleurs. Donc par exemple, ici, j'ai mis un exemple d'une cétoine grise qu'on retrouve pas mal, nous, dans nos relevés de pollinisateurs. Donc ces pollinisateurs, vous l'aurez compris, sont très importants pour assurer notamment la reproduction des fleurs, mais aussi pour d'autres choses que je vais détailler par la suite. Et on constate, et c'est quelque chose qu'on a constaté sur tous les continents et sur les différents groupes, un déclin massif de ces insectes pollinisateurs dans les dernières décennies. Donc, pour donner un chiffre assez parlant, il y en a plusieurs dans la biblio, mais il y a cette étude qui a été réalisée dans des aires protégées en Allemagne, qui montre qu'on a perdu 77% de la biomasse des insectes volants dans leur globalité en 27 ans. Un autre chiffre aussi qui est assez parlant, c'est qu'on estime qu'une espèce d'abeille sauvage sur 10 est menacée en Europe, menacée d'extinction. Et ce chiffre est sans doute sous-estimé parce que pour la moitié de ces abeilles sauvages, on ne connaît pas leur statut de vulnérabilité par manque de données. Les causes de ce déclin massif, on les connaît. Donc je vais faire rapide là-dessus, mais on a l'utilisation des pesticides. Vous avez sans doute entendu parler d'utilisation notamment des néonicotinoïdes dans les paysages agricoles, qui font beaucoup de dégâts sur les insectes pollinisateurs. L'introduction d'espèces invasives, qu'elles soient végétales ou animales. Le changement climatique, parce que, en fait, pour dire rapidement, ça va changer finalement les liens entre les fleurs et les pollinisateurs, ce qui va être une des causes de déclin également. Et enfin, une cause très importante aussi, c'est la fragmentation des habitats, notamment pour l'expansion humaine. Donc ces pollinisateurs, ils vont avoir un lot très important dans les paysages agricoles. Donc donc c'est pas que pour les prairies. Hein. Donc on estime qu'on a 60 à 80% des espèces cultivées qui vont dépendre de ces pollinisateurs pour la production de graines et de fruits. Ça représente 35% de la production alimentaire mondiale. Ces pollinisateurs, ils vont permettre d'augmenter la production dans les paysages agricoles et aussi de stabiliser les rendements. Et plus particulièrement dans les prairies, on a certaines études qui mettent en évidence qu'ils permettent, ces pollinisateurs, de maintenir les plantes sauvages dans nos prairies, et notamment parce que lorsqu'ils sont abondants et diversifiés. En retour, les prairies, elles ont un rôle très important aussi pour les pollinisateurs et leur maintien. Alors un pollinisateur, c'est simple, il faut un gîte et un couvert. Donc un gîte, ça va être des sites de nidification. Donc la plupart, par exemple, des abeilles sauvages sont terricoles. Pour les diptères, on va trouver plutôt des pontes qui vont se faire dans le sol ou sur des plantes hautes. Et puis pour les papillons, c'est plutôt des plantes hautes.
Donc ici, je vous ai mis un petit exemple d'une abeille sauvage qui va être terricole ici. Et puis là, j'ai mis un exemple que vous connaissez peut-être sans doute bien, c'est le damier de la succise qui va être capable de se reproduire seulement sur la succise des prés qu'on voit ici. Et donc, il va dépendre vraiment de cette plante-là pour se reproduire. Donc les prairies, finalement, c'est des très bons habitats pour les pollinisateurs et c'est important pour différentes choses dans les paysages agricoles. Alors, des études ont montré, par exemple, que les prairies calcaires en Allemagne pouvaient être des habitats majeurs pour les abeilles sauvages et que ça me permettait une meilleure pollinisation pour les cultures adjacentes. On a montré également dans des études, cette fois-ci plus en Angleterre, que lorsqu'on augmente la diversité des prairies en termes de nombre d'espèces différentes, eh bien, on va augmenter la diversité des pollinisateurs et on aura une meilleure pollinisation des cultures adjacentes. Donc voilà, pour bien insister sur le rôle de ces prairies pour les pollinisateurs. Alors, j'ai parlé du gîte et de l'habitat, et maintenant, je vais parler du couvert. Alors, pour parler du couvert, je vous ai mis ici une petite vidéo. Bon, alors, c'est pris dans mon jardin, hein. Donc ici, vous avez un bourdon qui va aller, vous allez voir, de fleur en fleur, qui va être attiré donc, par différentes fleurs. Donc là, il se pose un petit peu, puis après, il va être très, très rapide. Hop, il va sélectionner ces fleurs-là, il va les butiner vraiment avec une spécificité. Donc sur cette espèce de crépice, là, il va aller de fleur en fleur. Donc qu'est-ce qui va attirer cet insecte sur cette fleur-là ? Bah, nous, c'est un petit peu ce qu'on fait au laboratoire. On essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui attire l'insecte sur la fleur et comment ça se détermine tout ça. Donc un insecte, il va être attiré par une fleur par différentes choses. Déjà, la fleur, ça va être un signal visuel pour lui. Donc, il va être attiré par sa morphologie et par sa couleur. Ensuite, il va aller se nourrir dans les fleurs. Donc, qu'est-ce qu'il va aller chercher dans une fleur ? Il va aller chercher des sucres sous forme de nectar. Donc, il va butiner cette fleur et puis également du pollen qui va lui servir de protéines. Donc, c'est ce qu'on appelle la récompense. Et puis, on peut aussi, c'est un peu moins étudié parce qu'on en connaît un peu moins, mais on sait que l'odeur des fleurs va aussi pouvoir être perçue par les insectes pollinisateurs, notamment sous forme de composés organiques volatiles. Donc, on peut aborder cette question de l'importance des fleurs pour les pollinisateurs avec ce prisme-là, de mesurer finalement ces caractéristiques florales que je viens de vous présenter juste avant. Donc, nous, c'est ce qu'on fait actuellement sur les prairies avec quelques chercheurs en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure en fait, par exemple, la hauteur des fleurs, les surfaces de fleurs, parce qu'on se rend compte que plus on a une surface fleurie importante, plus on a un signal attractif pour l'insecte. Et puis, on va faire des choses un peu plus fines. On va regarder la profondeur du tube qui contient le nectar. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que les insectes ont des langues plus ou moins longues. Il y a des insectes qui vont pouvoir aller sur des corolles profondes, comme les trèfles par exemple, et d'autres qui n'en seront pas capables, qui pourront seulement butiner sur des fleurs vraiment ouvertes. Autre chose qu'on fait de façon un peu pointue et de plus en plus, on est en train d'accumuler des données là-dessus, c'est qu'on mesure la quantité de nectar offerte par chaque espèce fleurie pour voir finalement si cette quantité est différente et essayer de voir qu'est-ce qui va attirer les insectes au niveau des espèces et de leur quantité de nectar. Donc ça, en fait, on met un microcaps dans la fleur ici et après on va mesurer au réfractomètre le taux de sucre qu'on a récolté. Bon, c'est assez minutieux. Donc un résultat que je voulais vous montrer ici sur cette approche finalement d'essayer de mesurer les caractéristiques florales des plantes et d'essayer de voir si ça attire plus de pollinisateurs ou pas. C'est un résultat qu'on a obtenu donc, dans une thèse récente de Jérémy Goulnick, au laboratoire agronomie et environnement. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 16 prairies en Lorraine, dans la région de Sarrebourg, et on a mesuré donc, sur les fleurs différentes caractéristiques florales que je vous ai présentées juste avant. Donc ce que vous avez ici, en ordonnée, c'est le nombre d'insectes butineurs qu'on a retrouvés. Et en abscisse, en fait, plus vous augmentez ces valeurs-là, plus vous allez avoir une diversité importante dans les caractéristiques florales. Donc finalement, des fleurs à morphologie différente, avec des tubes à nectar plus ou moins profonds, etc. Donc c'est une notion de diversité fonctionnelle. Et donc ce qu'on a montré dans cette étude-là, et ce qui est très intéressant, c'est un des premiers résultats là-dessus, c'est que plus on augmente finalement la diversité fonctionnelle des fleurs, plus on va avoir une augmentation du nombre de butineurs qui visitent ces fleurs. Et on a remarqué que c'était la même chose sur la quantité de sucre isolée, donc là c'est juste sur les nectars. Plus on augmente la diversité des quantités de sucre, plus on a d'insectes butineurs qui peuvent venir, probablement parce qu'on va avoir une diversité plus importante aussi de pollinisateurs. Donc ça c'est un résultat assez intéressant et c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement.
On travaille également sur des questions d'interaction entre les fleurs et les pollinisateurs, donc cette fois-ci peut-être plus avec une approche taxonomique, mais qu'on veut relier avec ces caractéristiques florales. Alors là, je vous montre quoi? Je vous montre finalement d'essayer d'identifier quelles sont les fleurs les plus visitées dans nos prairies par les insectes pollinisateurs. Donc ça, c'est un résultat très récent d'une étude qu'on mène sur 4 types de prairies à l'échelle nationale, donc qu'on a menée en 2020. Donc on a travaillé sur des prairies en Lorraine plutôt de type mésophile, donc des prairies de fauche, avec le Seine. Et on a travaillé également sur des prairies de marais, des prairies calcaires de la baie de Somme et des prairies de montagne de la chaîne des Puys. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a des espèces qu'on connaît qui vont donc être vraiment celles qui vont être les plus visitées par les insectes pollinisateurs. Un exemple ici en Lorraine, la centaurée, c'est 25% des visites, donc un quart des visites des pollinisateurs. Donc un quart des pollinisateurs qu'on a déterminés ont butiné sur cette centaurée. Vous voyez ici, donc on a une liste de plusieurs espèces, avec des espèces qui vont être à la fois des espèces qu'on connaît bien comme la centaurée, puis des espèces plus ouvertes, fleurs ouvertes comme la marguerite, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de nectar, mais qui pourtant sont beaucoup visitées. Pour le marais du Cotentin, on va avoir cette espèce-là, Trotscaris verticillatum, qui est pas mal visitée. Et puis après, on retrouve la renoncule ici et le Nantes. Pour la baie de Somme, c'est plutôt des gaillets qui ont été visités. C'est assez surprenant parce que ce n'est pas forcément des plantes qu'on pensait très très attractives pour le coup, mais elles offrent quand même pas mal de nectar aux insectes. Et puis dans la chaîne des Puys, une plante qu'on retrouve pas mal, c'est la cnossie, qui va être vraiment très très attractive pour les insectes. Et on voit aussi qu'il y a la marguerite. Ce que j'ai mis en gras, je ne vous ai pas dit, mais c'est les fleurs ouvertes en fait, plutôt de morphologie ouverte. Et on voit qu'il y a différentes morphologies finalement de fleurs qui sont visitées et que ça va dépendre aussi des habitats qu'on étudie. Donc finalement, je terminerai là-dessus, mais quel mode de gestion on peut avoir pour favoriser nos insectes pollinisateurs dans les prairies? Et ben en fait, de façon assez simple, je dirais que c'est des modes de gestion qui vont favoriser les prairies fleuries. Et les prairies fleuries et diversifiées en fleurs. C'est-à-dire pas forcément du même type de fleurs, avec justement une diversité fonctionnelle des fleurs. Donc si on regarde un petit peu les études qui ont été menées là-dessus, effectivement, ce qui a été montré, c'est qu'on a, et donc Pierre-Marie aussi l'a redit, on a une diversité des plantes qui va diminuer dès qu'on fait des fauches précoces. On va vraiment diminuer quand on fauche précocement une prairie la diversité de plantes. Quand on augmente la fertilisation azotée également. Et puis directement, en impact des pratiques sur les pollinisateurs et leur diversité, leur abondance, on s'est rendu compte que si on augmente le nombre de fauches, si on augmente la fertilité minérale ou si on augmente l'intensité de pâturage, donc finalement si on intensifie l'utilisation de sa prairie, clairement on a un effet négatif sur la diversité et l'abondance des pollinisateurs. Donc en résumé, finalement, ces pratiques d'intensification de la prairie, elles ne sont pas très favorables en tout cas au maintien des pollinisateurs sauvages. Et donc c'est des choses qu'il faut plutôt éviter si on veut maintenir ces pollinisateurs dans les prairies. Je vous remercie de votre attention.